Mon combat, c'est une chose simple, évidente et franchement pas révolutionnaire. Les Français doivent vivre de leur travail. Auxiliaire de vie sociale, agent d'entretien, assistante maternelle, cariste, ouvrier de l'industrie agroalimentaire, ouvrier du bâtiment. Ces emplois dont tout le monde dit qu'ils sont essentiels, dont tout le monde dit qu'ils sont indispensables, sont des emplois qui sont aujourd'hui mal payés. Moi, j'ai passé 2 mois de campagne où j'ai croisé des gens qui sont à 1700, 1800 euros et que même quand il y a 2 revenus à l'intérieur du ménage, c'est comment on peut faire pour que notre fille, elle aille à l'université, qu'on lui paye un logement. Les Français doivent vivre de leur travail. C'est pas des bons d'achat, c'est pas des primes, c'est pas des machins dont on nous sert et nous resserre maintenant depuis 1 an qui résolvent ce problème-là. Les Français font vivre le pays, ils doivent vivre de leur travail. Je suis absolument pas d'accord pour que l'exclusion des gens des déplacements se fasse par la hausse des prix. Parce que qui est-ce qui, dans ces cas-là, souffre? C'est pas vos éditorialistes qui sont en plateau, c'est pas vous, c'est pas moi, parce que le plein à 100 euros, vous tous autour de la table et moi-même, on peut se le payer. Par contre, l'agent d'entretien qui va aller faire 4 heures de ménage le matin à un endroit, qui va aller faire 3 heures de ménage le soir à un autre endroit, il n'aura pas les moyens de se payer. Donc s'il n'y a pas de régulation du prix de l'énergie, c'est eux qui sont pénalisés. Ce sont les caristes, ce sont tous les travailleurs de la deuxième ligne qu'on a portés au nu pendant le temps du confinement. Ce sont eux qui font tourner le pays et ce sont eux qui peinent à vivre de leur salaire et ce sont eux qui aujourd'hui vont se voir encore amputer une part de leurs revenus par cette hausse de prix de l'énergie. Je refuse que ça soit les 4,6 millions de travailleurs de la seconde ligne en priorité qui payent le prix de ça. Les 18 millions de personnes qui font le travail pour faire tourner le pays, plus que les éditorialistes de BFM ou que moi-même ici. C'est marrant parce que je regardais le programme d'Emmanuel Macron. Il y a des mots qui sont absents dedans. C'est mon truc de faire des contrôles F dans ces textes. Le mot bénéfice, par exemple, dans un moment où le CAC 40 a enregistré son record de bénéfices de tous les temps, 160 milliards d'euros, le mot est absent. Mais, par exemple, le mot fraude n'est présent qu'une seule fois, c'est pour la fraude sociale, c'est pas pour la fraude fiscale, dont on sait pourtant qu'elle est nettement plus élevée. Et de la même manière, il n'y a pas du tout l'expression paradis fiscal. Donc il ne s'agit pas de lutter contre ça, quoi. En revanche, on va lutter contre les assistés au RSA. On est quoi, Elisabeth Borne qui dit en gros, ceux qui proposent de la retraite à 60 ans, ce sont des menteurs. D'abord, je réponds par Marc, par Morissette, par des tas de gens que je croise chez moi, qui à 60 ans sont déjà broyés. Parce que quand on travaille pas chez McKinsey, ou quand on n'est pas banquier d'affaires, à 60 ans, quand on fait du ménage à Easy Logistique comme cariste, quand on est auxiliaire de vie sociale et qu'on soulève les personnes âgées, quand on travaille comme désamianteur dans le bâtiment, qu'on a inhalé tout ça, on arrive à 60 ans, on a les poumons qui sont en miettes, on a subi des opérations au coude, on a subi des opérations aux hanches de partout. Et déjà, la moitié des Français à 60 ans ne travaillent plus. Ils sont plus en situation d'emploi. C'est du mépris de la part d'Elisabeth Borne vis-à-vis des Français? C'est une vision de classe. Eux, il n'y a pas de problème pour qu'ils restent dans leur bureau à travailler jusqu'à 65 ans. Regardez dans mon coin, dans la Somme, depuis 5 ans, il y a l'équivalent d'un collège en plus en nombre d'élèves, il y a 600 élèves en plus, et il y a l'équivalent d'un collège en moins en nombre d'heures de profs. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les premiers, les collèges REP. Il y a un enseignant qui est passé dans ma cuisine cette semaine et qui m'a dit voilà, je devrais pas te dire ça parce que j'ai ton gosse, mon gosse qui est en un collège REP, mais en fait les collèges REP sont en train de devenir des collèges comme les autres, où auparavant on se disait bon, 20 gamins qu'il y a par classe c'est bien, et ben maintenant on monte, là on me disait dans la manif, à 25, 26, 27 gamins. Et la formule que j'ai trouvée la plus pertinente que j'ai rencontrée là dans les petites discussions de je fais mon petit député reporter en faisant des prises de notes, c'est finalement l'école est un hôpital comme les autres. Et c'est vrai que dans les discussions que j'avais, moi qui viens de faire une grosse séquence hôpital là avec les enseignants, c'était la même logique qui apparaissait, c'est-à-dire une question sur évidemment le niveau de salaire, mais aussi sur quel est le sens de mon travail. Et est-ce que finalement je suis pas en train de faire l'inverse de ce que je souhaitais faire, et avec aussi le sentiment d'un mépris permanent qui est celui des gens d'en haut. Donc voilà. Ce matin, on a tapoté à la porte de ma chambre bureau au 101 rue de l'Université. J'étais encore au lit, j'ai pas réagi. La porte s'est ouverte, j'ai grogné un « je suis là » et la porte s'est refermée avec un « oh pardon ». Comme j'étais réveillé, je suis descendu au petit déjeuner. Quand je suis remonté, les tapis de douche n'étaient plus dans la salle de bain, la cuvette des toilettes était récurée, les serviettes changées, les poubelles vidées. Le même miracle se produit tous les jours. Ce n'est pas l'œuvre d'une fée mais de femmes. J'ai échangé avec elles rapidement dans les couloirs. Elles arrivent à 6h, elles repartent à 10h, assez tôt pour ne pas déranger le travail des députés. Du lundi au vendredi, ça leur fait une vingtaine d'heures par semaine. À raison de 9 € de l'heure, leur paye s'élève à 600 € et quelques par mois. Bénéficient-elles de tickets resto? Non. Ont-elles un 13e mois? Non. Des primes de panier, de salissure? Non. Seulement 50% de réduction sur le pass Navigo
Et tant mieux, parce qu'ils ont une petite heure de transport à aller et une autre au retour. Ce pupitre ciré ici, c'est elle. Les cuivres listrés, c'est encore elle. Les marbres luisants, c'est toujours elle. Elles sont partout et pourtant, elles sont absentes. C'est le propre de la propreté. Elles ne laissent pas de traces. Leur travail est invisible. D'autant qu'on s'applique à les rendre, elles aussi, invisibles. Elles viennent ici tôt le matin, je l'ai dit, en horaire décalé, pour nous éviter de les croiser et peut-être pour nous épargner la honte. Car comment n'aurions-nous pas honte? Honte de se fausser. Sous le même toit, dans la même maison, elles sont payées 10 fois moins que nous. Avec toutes des temps partiels contraints, toutes le salaire minimum, toutes sous le seuil de pauvreté. Notre Parlement, plein de raisonnement et de bons sentiments, s'accommode fort bien de cette injustice de proximité. Vous avez vu le joli papier peint? Bon, là, on est chez mon avocat à Paris et on est là pour préparer le procès contre LVMH qui va se dérouler lundi prochain, donc, lundi 9 mai, 13h30, sur l'île de la Cité, devant la cour d'appel de Paris, pour savoir si l'impunité en France peut s'acheter. Vous savez que Bernard Arnault et LVMH m'ont espionné, ont atteint à ma vie privée et ont infiltré le journal Fakir, que c'est prouvé, que le fait que la multinationale de luxe ait commandité ça est démontré, et que pourtant ils ont échappé à un procès public. Comment? En payant 10 millions d'euros. Est-ce qu'avec un porte-monnaie, on peut échapper à un procès? C'est la question qu'on va venir poser lundi prochain devant la cour d'appel de Paris. Et vous êtes les bienvenus parce que c'est en votre nom que se rend la justice française. Mesdames et messieurs les ministres, voilà près de 5 ans que nous siégeons ici et c'est aujourd'hui la dernière séance, la dernière question de notre groupe au gouvernement. C'est l'heure des comptes et ils sont clairs. En 2017, nous prévenions les Français, Macron sera un Robin des Bois à l'envers, il va prendre aux pauvres pour donner aux riches. Tout l'a confirmé. Aux retraités, il a ponctionné la CSG. Aux précaires, il a supprimé les contrats aidés. Aux locataires, il a réduit les aides au logement. Aux jeunes, aux étudiants, il n'a offert que des colis alimentaires. Malgré les jolis discours, il faudra se rappeler que le pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Martine, aide à domicile, continue de travailler pour 683 € par mois. Hayat, accompagnante d'élèves en situation de handicap, pour 934 €. Rien n'a changé pour elles, sinon leurs APL un peu rabotés, sinon l'inflation sur le plein d'essence, sur leur caddie. Et les milliards économisés sur Martine, sur Hayat, sur les salariés, sur les retraités, où sont-ils passés? À l'autre bout. Alors qu'ils n'étaient que candidats, en 2017, on tendait un chèque à Emmanuel Macron. Quel sera le montant de vos cadeaux CAC 40? On lui demandait. Il refusait alors de répondre. Aujourd'hui, on sait. Avec la fin de l'ISF, avec la flat tax, avec les dictats, avec les crédits d'impôt, avec la suppression Brexit de la taxe banquier, avec la baisse des impôts de production et idem pour l'impôt de société, on a calculé, aujourd'hui c'est signé, c'est 163 milliards. C'est 163 milliards pour vos amis de Sanofi, 163 milliards pour McKinsey et compagnie, 163 milliards, un pognon de dingue qui ne va pas à Martine, déposez pas à votre banderole. 163 milliards qui ne vont pas dans les écoles, qui ne vont pas dans les hôpitaux. Alors cette fois, soyez francs, dites-nous combien votre candidat, combien le candidat Macron, combien prélèvera-t-il aux retraités, aux salariés, pour les donner aux firmes, aux actionnaires? On doit accueillir Julian Assange pour les droits de l'homme, pour les droits d'un homme, jamais jugé, jamais condamné et pourtant emprisonnier. Nous devons l'accueillir pour nous, ne serait-ce que par orgueil, pour service rendu à la nation. Nous devons l'accueillir pour la France, pour notre pays, pour choisir le chemin de la liberté plutôt que de la honte, pour choisir la liberté plutôt que la servilité. Comme l'énonçait André Malraux, le mot non, fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Toutes les plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit non à César, l'esclave dit toujours oui. Et vous allez encore dire oui. Vous allez encore vous cacher derrière des grands principes, derrière des motifs techniques, derrière des prétextes juridiques, derrière des belles phrases, comme quoi vous apportez tout votre soutien, mais vous allez vous en laver les mains. Vous allez jouer les Ponce Pilate. Vous n'allez adresser aucun signe de désaccord, de refus au Royaume-Uni et aux États-Unis. Vous allez choisir la voie de la honte, le chemin de la servilité. Franchement, chez vous, je la ramènerai pas. Je la ramènerai pas. Je la ramènerai pas parce que... Monsieur Ruffin, s'il vous plaît, chers collègues. Je la ramènerai pas parce que dit
C'est un rapport commandé par la ministre du Travail qui dit quoi sur les agents d'entretien? Rémunération mensuelle 764,10 €. Qui ici va vivre un mois avec 764,10 €? Qui relève ce défi? Est-ce qu'il y en a un seul pour lever le bras ici et venir dire oui? Allez-y, vous levez le bras. Non, je termine, Monsieur le Président. Je termine, Monsieur le Président. Vous avez fait une seule chose, une seule loi nationale depuis ce temps-là. C'est quoi? C'est sa loi sur le chômage, pour taper les chômeurs. Et ce sont les travailleurs dont on parle sur la seconde ligne qui sont les plus frappés par ça parce qu'ils alternent des périodes d'intérim et des périodes de chômage. C'est eux qui sont les principaux frappés. Je pense que s'il y avait une personne qui devait remplir son frigo ici et faire son plein de gasoil avec 760 € par mois, vous n'y arriveriez pas. Moi, j'avais demandé une série d'amendements qui ont été jugés irrecevables. Mais pour dire, mettez-vous, je proposais que le ministre de l'Éducation soit à 760 € par mois. Je proposais que les députés soient à 760 € par mois. Je proposais que vous, Madame la Ministre, vous soyez à 760 € par mois. Et je pense que les choses, elles changeraient beaucoup plus vite que ça. Et là, j'ai l'impression qu'on a des propos de dames patronesses qui disent « Regardez les petits trucs qu'on leur a donnés, elles devraient être contentes avec ça ». Quand on n'est même pas au salaire minimum à l'arrivée. Vous vous rendez compte? Est-ce que, puisqu'il y a le mot « décent » dans le programme du Président de la République, est-ce que vous vous rendez compte de l'indécence de la situation? La décence d'emmener envoyer tous les jours au travail des gens qui s'occupent d'enfants en situation de handicap, qui se dévouent et qui à l'arrivée vont toucher 760 € par mois. Actionnaires, dividendes, CAC 40. Allez, répétez après moi, mesdames et messieurs les ministres. Actionnaires, dividendes, CAC 40. Je vous offre ce cours de lexique parce que ces mots, vous ne les prononcez jamais. À croire qu'ils n'appartiennent pas à votre vocabulaire, qu'ils ne figurent pas dans votre dictionnaire. Pourquoi ce silence? Ce silence signe votre complicité. Ces grandes fortunes, vous les couvrez. Ce sont vos financeurs, ce sont vos investisseurs, et ils peuvent vous dire merci. Merci, votre mission est accomplie. Merci, votre mandat est réussi. Alors, vous en pensez quoi de cette orgie là-haut? Comme le déclarait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches.